Donc, on itère sur notre curseur et on accumule le salaire dans la variable total sal. Et on accède au salaire d'un employé en spécifiant notre variable de curseur qui est un record, point sal qui est la colonne salaire. Et on a un compteur, nombre d'employés égale nombre d'employés plus 1, ce qui va compter le nombre total d'employés. Quand j'ai passé toute ma boucle, je peux calculer le salaire moyen qui est égal au total des salaires divisé par le nombre d'employés. Ici, je vais l'afficher. Et après ça, on avait demandé de passer au travers tous les enregistrements et d'afficher le numéro et le nom d'employé qui avait un salaire plus élevé que le salaire moyen. Est-ce qu'il y en a qui ont eu de la difficulté à faire ce qui est là? Y a-t-il qui veulent partager leur écran, aider à régler des anomalies ou on peut passer au prochain sujet? Et là, si on l'exécute, ça ici, c'est pour créer ma procédure. L'exécution, on peut la faire ici. Il n'y a pas de problème, on y revient. Et là, j'ai exécuté ma procédure. Begin, procafissal. Donc, Philippe, je vais revenir au programme. Donc, un curseur, ça se déclare comme une variable. C'est en fait, vous pouvez y penser parce que vous êtes habitué à programmer objet. Un curseur, c'est un objet qui va contenir les résultats de notre requête et qu'on va faire une rangée à la fois. Alors ici, mon curseur, c'est Select étoile from EMP et je voulais aussi une condition where sal est plus grand qu'un paramètre que je vais passer ici. Et après ça, je peux faire un for each si on veut. Donc, pour tous les enregistrements dans mon curseur. Et la première variable ici, c'est la variable qui va contenir la rangée. Est-ce que ça répond à ta question, Philippe? Parfait. Donc, si on vient, pourquoi on n'a pas mis de paramètre? Abder, on a mis un paramètre, il est ici. Et il est là. Donc, j'ai déclaré un curseur avec un paramètre. Si tu demandes pourquoi je n'ai pas mis de paramètre à la procédure, ben c'est simplement parce que la consigne ne me demandait pas de passer un paramètre à la procédure. Si on regarde ici, là, quand on a... Oui, il n'y a pas de problème, on va s'en faire plaisir de te l'envoyer. Alors, Abder, peux-tu préciser ta question au niveau de pourquoi on n'a pas mis de paramètres? Ouais, non, c'était juste pour le début, parce qu'au début, je n'ai pas vu qu'il y avait de paramètres, mais vous l'avez comme déclaré dans une déclaration, c'est ça, de curseur? Oui, le paramètre, c'est le paramètre du curseur, par exemple, parce que ma procédure procafissale, elle n'a pas de paramètre. Ah, je savais pas, ok. On peut mettre on peut déclarer des paramètres pour des curseurs et pour n'importe quelle variable qu'on veut, ou bien c'est juste pour curseur? Les paramètres, on peut en avoir pour la fonction, on peut en avoir pour une procédure et on peut en avoir pour un curseur. Puis mon paramètre de procédure pourrait aussi être passé à un curseur. Alors là, je ne veux pas mêler
les paramètres de procédure ou de fonction, c'est la même chose que vous faites en Java. Donc, une procédure ou une fonction peut recevoir des paramètres. Maintenant, si je parle d'un curseur, c'est totalement indépendant des paramètres qu'il y a au niveau de la procédure, au niveau de la méthode, si on veut. Et c'est lorsqu'on veut faire un select et qu'on veut changer, entre autres, faire un filtre sur le salaire. Là, regarde, j'appelle mon premier curseur en disant 0 comme valeur de paramètre. Ça veut dire qu'il va passer toutes les rangées dont le salaire est au-dessus de 0. Et la deuxième fois que je l'appelle, je lui passe le salaire moyen. Donc, le même curseur va cette fois-là seulement me retourner les employés. Là, je pourrais même ajouter ici le salaire. Puis là, on va l'appeler. Et si vous voyez que le salaire moyen, c'est 2168 $ et tous les salaires affichés sont supérieurs à la moyenne. Donc, un paramètre de curseur me permet de passer à mon curseur une variable qui va être utilisée dans le select. Ça va jusque-là? Si on regarde ici, ça, c'est un curseur explicite. On l'a déclaré dans notre déclaration de variable et on itère avec notre boucle. Là, ici, on en a un sur les départements. Encore là, j'ai un paramètre. On a passé les boucles, les while, les loops et les for. Et ça, c'était l'exercice que je vous ai demandé de faire. Et moi, ce que je vous ai montré, c'est la partie qui est ici, que j'ai rédigée là, à la volée et qui est ici. Voilà, c'est un peu mon... Et que j'ai aussi mis là, dans le chat de Zoom. Là, ici, on a une autre possibilité. Voyez-vous, on aurait pu calculer la moyenne directement en SQL. Et de cette façon-là, au moins pour ce bout-là, respecter la règle d'or. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient c'est quoi la règle d'or? Oui, en fait, t'es presque là. C'est ne jamais faire en PL ce que tu peux faire en SQL. Donc, si je reviens dans mon code qui est ici, j'ai tout ça pour calculer la moyenne. J'aurais pu tout simplement faire, et là, on va le faire ensemble.
Ça non plus, je n'ai plus besoin de ça. Alors, je pouvais, à l'aide d'une seule ligne, aller chercher la moyenne des salaires et la mettre là et laisser le travail à l'engin SQL. On va compiler la procédure. Et on va aller la réexécuter. Ça fonctionne encore très bien. Et là, j'ai éliminé 4 lignes de code. Donc, lorsqu'on peut, à l'aide d'SQL, faire le boulot, on laisse le boulot à l'engin SQL. Donc, je répète la règle d'or. Ne jamais faire en PL ce qu'on peut faire en SQL. Oui, moi j'affiche les employés, là. Ici, j'avais une boucle. J'ai juste enlevé le calcul de la moyenne. J'ai enlevé une boucle. Mais si le but, c'était seulement d'afficher les employés dont le salaire est plus élevé que la moyenne, la meilleure façon de le faire, c'est celle qui est devant vous sur la diapo. C'est inane, pardon. Je peux ajouter ici. Ça. N'oubliez pas, le code le plus facile que vous aurez jamais de votre vie à maintenir, c'est celui que vous n'écrivez pas. Je sais que ça a l'air drôle, ça n'a pas l'air d'avoir du sens, mais en fait, chaque fois que vous écrivez une ligne de code, vous vous créez de la dette technologique. C'est de l'entretien qu'on va avoir à faire, c'est du code que quelqu'un d'autre va avoir à regarder. Alors, il y avait moyen de faire la consigne qui est ici, sans écrire une seule ligne de PL. Là, on en a fait assez. On va maintenant tomber à la prochaine présentation. Et là, on va travailler sur les exceptions. Traitement d'exception. Alors, en fait, je vous ai dit lors de votre apprentissage, au tout début du langage PL, qu'un des gros avantages du langage PLSQL, c'est que vous pouvez penser que tout s'exécute dans un bloc try. Et vous, vous avez seulement à vous occuper du catch en bas. Donc, le bloc d'exception, c'est votre catch. Et c'est là que vous venez traiter la condition d'erreur. Donc, si on regarde ici, je m'en viens. Hein, vous connaissez ce que vous écrivez dans un catch, on appelle ça souvent un exception handler. Et la plupart du temps, ce qu'on veut faire lorsqu'il y a une erreur, n'oubliez pas, là, je sais que ce n'est pas intuitif de se mettre dans la tête d'un développement de BD, mais quand on développe en arrière-plan, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui vont devenir full stack développeur ou back-end développeur? Et dans ce cas-là, ben, vous n'aurez pas d'interface. Alors, naturellement, ce
qui va se passer la plupart du temps dans le cas d'une erreur, c'est vous allez enregistrer le message d'erreur dans un log. Et là, vous allez décider soit de reculer la transaction avec un rollback ou de refaire le traitement, par exemple, avec des valeurs de défaut s'il y avait des nuls. Donc, on va apprendre le type d'erreur qui est possible d'avoir, le type d'exception. Alors, on a 3 types d'exceptions qui arrivent dans un traitement normal. Les 2 premiers que vous voyez sont des exceptions qui sont gérées par la base de données. Il y en a qui n'ont pas de nom. Ils appellent ça exception définie à l'interne. Un aura 0060 deadlock, ça veut dire qu'il y a 2 utilisateurs qui sont barrés au niveau des rangées. Et là, l'erreur qu'il y a, elle est 0060. Elle n'a pas de nom. La différence avec les exceptions prédéfinies, c'est la même chose. C'est une erreur oracle. Aura 001, dupe val on index. On a aussi un aura 14 ans, 1400, pardon, not null on insert. Donc, il y en a qui ont des noms corrects à donner. When no data found, c'est une exception prédéfinie. Elle porte un nom. Mais dans les 2 cas qui sont en haut, c'est à la base de données. La seule différence entre les 2, c'est quand on va traiter elle, celle qui est une exception prédéfinie, on va faire when dupe val on index. Et après ça, il y a des exceptions que vous pouvez vous-même définir. Donc, tu vas la déclarer et tu vas les associer à un traitement. Par exemple, ça a l'air trop élevé. Donc, tu peux définir, un peu comme quand tu fais un throw en Java, tu définis tes exceptions et tu peux les lancer, tu vas les attraper dans le bloc d'exception. Donc, comment ça fonctionne, un bloc d'exception? On voit ici, on a 2 blocs. Un externe qui est gris-vert, si on veut. Je vais vous agrandir ça un peu, ça va peut-être vous permettre de mieux voir. Et un interne. Et ça pourrait être la même chose, un bloc qui appelle et le bloc blanc est appelé. Lorsqu'il y a une exception, on dit que l'exception est levée. Le terme anglophone, c'est raise. Comme c'est pas on throw une exception en PL, c'est on raise. Mais ça veut dire la même chose. Votre code va arrêter de s'exécuter au moment où il y a l'erreur et l'exécution va sauter à l'endroit où il y a votre bloc d'exception. Oui, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe avec toutes les autres lignes qu'il y avait après où il est arrivé l'erreur? Elles ne s'exécuteront pas. Alors, c'est important à comprendre. C'est un peu comme en Java. Lorsque tu as une exception, ben, le traitement arrête et on s'en va dans le traitement d'exception, dans votre catch. Ce qui est différent, c'est que si l'erreur qui est arrivée dans ton when, parce que tu traites les cas d'erreur, donc un peu comme en Java, when file IO error, si tu n'as rien pour le traiter dans ton bloc qui est en blanc ici, l'exception va se propager au bloc d'en haut, au bloc à plan. S'il n'y a personne qui traite cette exception-là, votre programme va arrêter. Un peu comme en Java avec un null pointer exception. Mais si l'exception le traite, on va continuer. Pas où on était rendu, mais on va reprendre l'exécution. Alors, ce qui est important de comprendre ici, dans ce diagramme-là, c'est que les exceptions se propagent si elles ne sont pas traitées. Si ici tu la traites, ton bloc extérieur ne verra jamais l'erreur.
Moi, j'appelle ça manger l'exception. Donc, nos deux sortes d'erreurs qu'on a vues tantôt, c'est les exceptions de système ou ceux d'oracle qui se divisent en deux. Elles ont toutes un numéro unique. Certaines d'entre elles, parce qu'elles arrivent plus souvent, ont un nom prédéfini. Donc, si on vient à notre petit diagramme qui est ici, je vais peut-être le déplacer là, ça va être plus brillant. Donc, prédéfinies, elles ont un nom joli. Exception définie à l'interne, elles ont juste un numéro. Et les autres, ça va vous permettre de définir les vôtres. Par exemple, si on faisait un système bancaire, puis on ne veut jamais que le solde du client descende en bas de zéro, on pourrait faire des tests sur une soustraction. Si on pense à un transfert Interact qui ne passerait pas, tu veux envoyer 100 $ à quelqu'un, mais il t'en reste juste 50 dans ton compte, il faudrait que tu définisses l'exception qui est ici, solde négatif. Donc, nos exceptions nommées, qu'on appelle exceptions prédéfinies. Dup-val on index. Enregistrement d'une valeur dupliquée dans une colonne qui a un index unique, par exemple, une clé primaire. No data found. On essaie de faire un select into, mais il n'y a aucune rangée retournée. Too many rows, tu fais un select into, mais mettons, tu as un where qui retourne plusieurs enregistrements. Select into, il faut que ton select ne retourne qu'un seul enregistrement. Sinon, tu vas avoir une erreur, too many rows. Puis on va regarder qu'est-ce qu'on fait. Donc, ça, c'est nos exceptions prédéfinies qu'on a. On en a 4. On en a 3 ici. Et voilà ce qu'on va faire. Exception. When no data found. Ou si on traite d'autres exceptions de la même façon, or, une autre exception, then, et là, on va avoir des instructions. Donc, les exceptions, c'est toujours un when, l'exception, then, ce qu'on fait. Le code qui gère l'exception. When too many rows, then, ce qu'on fait. Et là, on a un when others. Ça veut dire que si ce n'est pas les exceptions qui sont ici, si c'est n'importe quoi d'autre, then, et là, tu décides ce que tu fais. Il faut toujours faire attention avec le when others parce qu'il va manger l'exception pour le bloc qui l'appelle. Quand je dis manger, une exception qui est traitée, elle ne se propage plus vers les blocs plus hauts ou les blocs qui l'ont appelé. Et ce qui est important ici, c'est l'étendue. Tu as 200 lignes de code, 300 curseurs. En bas, tu as mis un bloc exception. C'est tout le code de ton grand bloc qui va être traité. Donc, si tu as plusieurs selects, puis tu obtiens un de la gang avec un when no data found, tu ne sais pas c'est quoi le select qui a causé le no data found. Tu vas avoir à le chercher. C'est pour ça là, que vous comprenez qu'on a parlé des blocs imbriqués. Parce que peut-être, si je fais un select et il n'y a pas d'employé, je voudrais avoir un message when no data found, then DBMS output. Il n'y a pas d'employé qui répond à vos critères, par exemple. Donc, ça, c'est le N de mon begin. Ça, ici, c'est mon bloc d'exception. Je répète, la syntaxe, c'est toujours exception, when, le type d'exception, then, le code que tu veux faire. Puis tu peux avoir plusieurs when pour même chose vraiment qu'un catch.
Puis le when others, c'est un peu l'équivalent d'un default. Alors ici, on va faire une procédure. On va se définir un select into. Et dans un premier temps, on va le laisser aller. Et là, c'est une procédure. Alors, en même temps, ça va vous pratiquer. Faites une procédure, puis là, je vais vous le laisser là quelques minutes, qui va prendre en paramètre le numéro d'employé, qui va faire un select into et qui va dire bonjour, numéro d'employé, concaténation avec son nom de famille. Je ne vous copie-colle pas, je veux que vous fassiez l'exercice, je vais le faire en même temps que vous. Alors, faites une procédure qui reçoit un numéro d'employé et qui va écrire bonjour, numéro d'employé, trait d'union, son nom. Bon, je ne vais pas agrandir ma fenêtre parce que je vais travailler de l'autre côté. Hop!
Est-ce qu'il y en a qui ont terminé la procédure? Levez la main. Je suis tout seul. Ah, Abdel, bravo. Philippe, yes. All right, Thomas. Sam, Mihai, Dina. J'ai pas encore fini, je suis presque. Parfait. On va prendre un petit 2 minutes additionnelles. J'aimerais ça que tout le monde l'ait fait. Sam, as-tu besoin d'un petit coup de main pour la compilation? Je pense que ça devrait aller. Oh, Normalement. il est après rouler l'exécution. C'est correct. C'est bon. Mihai, as-tu réussi? Alors là, je vais poser la question à l'envers. Qui n'a pas réussi à faire sa petite procédure? Qui ne dit mon consent? Donc, tout le monde a réussi. Allez maintenant faire votre test. Alors, étant donné que c'est une procédure, vous devez faire begin, appelle la procédure avec son paramètre end. Et là, je vous ai donné le numéro d'employé de King. Et vous voyez ici le résultat dans mon DBMS Output. Assurez-vous de faire ça. Et si vous n'obtenez pas le résultat, levez la main. Donc, je dois comprendre que tout le monde a réussi à faire l'exécution de son test. On va maintenant essayer avec 6666. Boom! Quand vous faites 6666, vous avez une erreur aura-1403. No data found. Philippe, je t'écoute. Moi, quand j'ai fait avec. Est-ce que vous m'entendez? 7839? Ouais. Il m'a donné numeric or value errors. Aha. Ici, là, est-ce que tu avais bel et bien mis ton paramètre comme étant un number ou basé sur le type d'Empno? J'avais mis juste comme number. OK. C'est bon, ça? Partage-nous, on apprend souvent beaucoup plus en regardant les erreurs que quelqu'un a pu faire. C'est beau, je t'ai permis de partager. Tu me diras un coup que c'est partagé. Je ne sais pas si c'est mon bon écran que vous voyez. Oui, je vois ton écran. Laisse-moi vérifier ta procédure. Donc, ici, select empno name and know where empno égale p empno. Puis ton paramètre, c'est un number. OK? Et il y avait une erreur dans le code source à l'écran, d'ailleurs, soit dit en passant. Mais ça ne devrait pas être ça l'erreur que tu as. Moi, je vois que là, tu prends ton curseur, tu concatènes ton numéro d'employé avec ton nom, tu mets ça dans L nom, DBMS Output, bonjour avec L nom. C'est bon ça? Montre donc ton exécution.
Intéressant. Mais donc, 6666. No data found. No data found. OK. Je vais vous montrer l'erreur et moi, je ne vais pas répéter. Moi, en fait, non ici, étant donné que je concatène un nom plus le numéro de l'employé, ça va donc être systématiquement plus grand que juste le nom de l'employé. Alors, déclarer ici nom comme étant un varchar 2 sans de long. Fais juste ce test-là, Philippe. Dans ta partie haute, là, au lieu de le déclarer, là, oui, ici, mets ça sur un varchar, mets ça comme un varchar 2, enlève ton MP name, enlève la table colonne que tu as mis. Oui. Puis mets ça comme un varchar 2 sans de long. Comme ça? Ferme la parenthèse, donne sa longueur. OK. Combien de longueur? 100. 100. Recompile. Va l'exécuter de l'autre côté avec 7839. Et voilà. La variable déclarée n'était pas assez longue. J'avais remarqué l'erreur ici dans le code. Parce que si je concatène ça, puis je l'envoie dans nom, puis j'ai dit que nom était grand comme l'employé, je vais en manquer. Ça ici, là, c'est une erreur. Alors, on va le corriger ensemble. Je retire le partage. Oui. Moi, je vais repartager mon écran. Monsieur, dans le e-name, en fait, quand on l'a déclaré, en fait, le varchar 2 n'était pas assez long. Donc, ça... Dans le... C'est pas le e-name, le nom ne bouge pas. Je vais repartager mon écran. Non, parce qu'on dit que c'est la même, que c'est le même type que emp.ename. C'est ça. Tu es d'accord avec moi? emp.name, c'est pas long, je pense que c'est 10 caractères. Ouais. Et dans le select, on prend ename plus mpno. Et ça ne rentre pas dans la grandeur. Alors moi, le nom ici, là, je l'ai modifié. Là. Tandis que je mets les deux dans le select, une autre façon, hein, ça aurait pu être juste de faire select. Je voulais le numéro d'employé. Donc, théoriquement. Donc, il y avait une erreur dans le code source ici des diapos. Je vais l'avoir corrigé, puis je vais aussi vous le mettre dans Léon. Miaille, je t'écoute. Moi, mon DBMS output, c'est comme s'il ne marche pas. Je sais pas pourquoi. N'oublie pas de connecter ta console en bas en appuyant sur le petit plus vert. Il est connecté. Je serais surpris, mais on va regarder ça avec grand plaisir. Laisse-moi juste créer le PDF pour vous autres. C'est bon. Alors, si on regarde ton SQL développeur, boum, ici, là, tu as une console et tu as un petit onglet VM Scott à toi RCL en bas, comme ça. Oui. Mais il est juste blanc. Oui. T'as-tu fait ton test ici? Parce que compiler ta procédure, ça ne suffit pas. Il faut que tu ailles dans un autre onglet et que tu effectues ton test pour exécuter la procédure. Ça ici, ça crée la procédure, mais ça ne l'exécute pas. Tu dois avoir un autre onglet dans lequel tu effectues le test en appelant ta procédure. Oui, j'ai fait dans un autre onglet. Tu as fait ça comme ça. C'est un autre onglet qui est connecté sur ton scope. Puis tu me dis, il n'apparaît rien ici en bas? Oui. OK, ben on va partager. Hop, j'ai cessé mon partage. Vas-y. Tu me dis quand c'est fait? C'est beau. Là, tu as deux onglets. Va-t'en sur l'autre. Regarde dans ton DBMS Output, là, tu t'es connecté 2 fois.
Enlève l'autre aussi, là, puis refais-le. Scott, c'est bon. OK. Là, va-t'en sur ton autre, exécute. Et voilà. OK, là, il marche. Oui, c'est parce que tu en avais deux, puis il y en avait un, d'après moi, qui n'était pas connecté. Alors, il n'y a pas de OK, problème. merci. Hey, ça me fait plaisir. Mais là, ce qu'on veut arriver, c'est à l'erreur. Parce qu'on apprend à gérer des erreurs. Boum! Erreur. Aura 1403, no data found. Hein? Il n'y a pas d'employé 6666. Et là, vous voyez que ça crash. Si tu as ça dans les programmes, tu comprends qu'on va être très malheureux. Là, on veut capturer l'exception et afficher un message. Cet employé n'existe pas. Je vais vous remettre ça ici. Et là, vous devez coder. Cet employé n'existe pas. S'il y en va. Oui, Mihai, je t'écoute. Oui, monsieur, j'ai une question pour les exceptions, puisque la dernière fois, vous n'avez, l'autre fois, vous avez montré un code que vous avez dit que on n'aurait pas vraiment utilisé lorsqu'on on exécute le programme. Puis là, il y a comme un petit feuille qui flash, puis il faut qu'on rentre un numéro. Ah, avec un berluet, Ouais, une variable de remplacement. oui. Est-ce que, par exemple, si est-ce qu'on peut mettre ça dans une exception en disant de re-entrer une autre numéro? La réponse, c'est oui et non. En fait, étant donné qu'en fait, c'était des variables de substitution, ça, c'est fait avant l'exécution. Fait que la réponse, c'est que c'est une fonction d'SQL sur le berluet. Donc, tu ne pourras pas ramener ça. Ah, ok. Toi, tu voudrais dire, mettons, là, je fais ici, berluet, numéro. Puis là, j'exécute. Là, il me demande ça, un numéro d'employé. Donc là, ça s'est exécuté et tu vois, il te le montre ce qu'il fait ici.
Tu vois-tu, il a juste fait, c'est comme un find and replace, les variables de substitution. Ah, ok, ok. Il Alors, on a peut pris pas. ça, il l'a remplacé, puis il l'a exécuté. C'est une fonction de SQL développeur. Fait que tu ne peux pas faire du code là-dessus. Ok, parfait. C'est une bonne suggestion, mais on se comprend, tu ne développeras pas avec ça. Puis là, si je rentre. Et là, on voit, mon exception a été traitée. Mais je ne peux pas rappeler ça. Alors, en fait, ce que vous aviez ajouté, c'était la section d'exception. When no data found then, puis là, vous faites un DBMS output. Remarquez ici, je voulais un apostrophe dans ma chaîne de caractères de réponse et je dois l'escaper en mettant 2 afin qu'il s'affiche. Sinon, ça va couper ma chaîne de caractères. Est-ce que c'est clair? Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas été capable de traiter l'exception et ou de la tester? Donc là, on a 2 scénarios de test, un employé qui existe, un employé qui n'existe pas. All right. Ben, ça va bien. Donc, on est maintenant capable de travailler nos exceptions. Et là, je vous le dis, dans les exceptions, un nom data found, c'est une exception définie. Elle a un beau nom court. Les autres, qui n'ont pas des beaux noms courts, ont un SQL code, qui est le numéro de l'erreur que vous voyez au côté. Mais ça ici, là, c'est une mauvaise pratique. Parce que théoriquement, tu peux dire, ben, exception, when others then, puis là, tu testes le SQL code. La meilleure façon de le faire, c'est de déclarer tes propres exceptions. Tu lui donnes un nom. Donc, ici, c'est une exception que théoriquement, tu ne devrais peut-être pas nécessairement traiter dans ton code, là. Mais mettons que pour le besoin de la cause, la table n'existerait pas. C'est peu, ça. Et tu ne veux pas que ton code crash avec un Aura 942. Là. Je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe si la table n'existe pas. Ça, théoriquement, c'est un code valide. Ah, même pas, elle compile même pas. Hein? J'ai-tu une table bizarre? Laissez-moi aller voir juste 2 secondes dans mon Scott. OK, j'ai DEPT3 ici que je pourrais utiliser et l'effacer entre les deux. Parce que c'est l'exemple ici. Ici, si jamais j'ai une table manquante, j'ai déclaré une exception. Puis moi, les exceptions, j'aime mieux les avoir avec un EX underscore. Donc ça me permet de nommer une exception. Et ça ici, c'est son code Oracle. Maintenant, je vais être capable, lorsque je fais ça à une exception qui est de type, comme on a vu ici, définie à l'interne d'Oracle,
Je la nomme, puis je vais être capable de la traiter pareil comme une exception qui est définie. Donc, je déclare mon exception et je donne la commande pragma. Ça, c'est une instruction au compilateur. Ça lui dit d'initialiser une exception. Ça, ici, ça va être son nom. Et ça, c'est le SQL Error Code. Et en bas maintenant, mon code compile. Il marche encore si je l'appelle. Je vais y passer le numéro ici, ça va aller plus court. On voit qu'elle fonctionne, il me donne l'erreur. Et là, on va aller renommer la table EMP. Elle n'existera donc plus. Et je ne sais pas s'il va invalider ma procédure, mais on va l'essayer. Ah, c'est ça. En fait, ici, il invalide ma procédure avant de l'exécuter. L'exemple est un peu boiteux, mais ce n'est pas grave. Vous avez vu comment faire la déclaration. On va renommer notre table. Mais la façon de déclarer une exception, c'est un peu pour prendre une exception définie à l'interne d'Oracle et en faire une exception définie. À partir de là, l'exception qui s'appelle EX table manquante va être la même chose qu'un aura 0942 négatif. Parce que les erreurs en Oracle sont négatives. Et là, ici, si je le réexécute, là, il va me la recompiler d'ailleurs. Là, les pragmas, on vient d'apprendre pragma exception init, c'est pour déclarer qu'une exception Oracle possède maintenant un nom, comme les exceptions prédéfinies. La seule autre qui est intéressante pour le cours, c'est celle-là. C'est les deux seules qu'on va voir. Un pragma, c'est une commande qu'on donne au compilateur Oracle et on peut définir un bloc de code comme étant autonome, qui va rouler tout seul sans tenir compte du bloc qui l'appelle. Et entre autres, ça, c'est pratique pour être capable de faire un commit dans un petit bout de code qui ne commettra pas tout ce qui est fait avant. Donc, il y a deux pragmas que vous apprenez à utiliser. Le pragma exception init qui me permet de déclarer une exception. Et l'autre qui est le pragma
autonomous transaction qui me permet de déclarer un bloc de code comme ayant pas d'impact au niveau transactionnel sur les autres. Pour le reste des pragmas, c'est peut-être intéressant que vous le sachiez, mais ça n'aura pas d'impact et je ne vous demanderai jamais des informations sur ce que fait ce type de pragma-là. Donc, pragma, exception init, c'est pour déclarer une exception Oracle pour la traiter comme une exception prédéfinie. Autonomous, on va voir, lorsqu'on log une erreur, par exemple, on ne peut pas faire un commit dans le bloc d'exception, sinon tout le bloc va se committer. Donc, souvent, on va définir un pragma autonomous transaction pour être capable de faire un commit sur la table de log d'erreur. Donc, celui-là, en fait, deadlock exception, un deadlock, c'est lorsque deux utilisateurs modifient la même rangée. Donc, même chose, moi je vous le dis, j'aime mieux voir que c'est une exception. Et on va utiliser le beau pinceau pour le mettre mauve. Ça ici, c'est nos propres exceptions. Donc, pour déclarer une exception, on la nomme et on dit exception. C'est quand même pas trop compliqué. Imaginons-nous qu'on ne peut pas afficher l'employé King parce que c'est le grand boss. C'est pas important. Pourquoi? Imaginons-nous qu'on veut dire non, vous ne pouvez pas afficher le grand boss pour les besoins de la cause. On va être capable de faire employé non affichable. Donc, si on prend ça ici, par exemple, on le modifie rendu de l'autre côté. Et là, on va se déclarer une exception. Laisse-moi passer. On va appeler ça exception employé non affichable pour les besoins de la cause. Et ça, vous allez voir, ça compile. Tout est beau. Mais là, je n'ai pas traité, là, je ne l'ai pas raisé. On va voir comment la raiser après. Oups. Et là, j'ai deux façons de raiser. Raise. Si j'ai déclaré une erreur, je peux la raiser. Et raise application error, ça va me permettre de définir mes propres codes d'erreur qui doivent être numérotés de moins 20 999 à moins 20 000. On a vu comment aller chercher si c'est un cas Oracle. Et je reviens ici. Donc, on va faire notre raise sur l'exception qu'on a. On va dire if. Là, on va vérifier le numéro d'employé, le paramètre. Puis, on va dire raise option invalide. Donc, je m'en viens ici. La première chose que je vais tester, c'est mon paramètre. If
P underscore no égale 78,39. Then raise X underscore. Et je vais être capable de m'en aller en bas et de traiter la condition d'erreur. Je vais en rajouter un autre. Et on va venir exécuter. Et vous voyez, je n'ai pas de message d'erreur, là. Parce que l'exception mange. Le when exception mange l'exception parce qu'elle est traitée. Même chose ici. L'exception est mangée. On voit, je n'ai pas de message d'erreur. J'ai une sortie, mais mon code va continuer à s'exécuter. Tandis que si j'enlève, par exemple, compiler, boum, 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 boum. Donc, si je ne traite pas une exception, mon programme qui rencontre cette exception-là va terminer de façon anormale avec un message d'erreur. Et là, je fais devant vous tous ce que je ne veux jamais voir. Oh, mais moi, ça ne me change rien d'avoir ça. When others, then. À ne pas faire jamais. Là. Mais rendu ici, je fais ça, hop, hop. Je n'aurai plus jamais d'erreur. Parce que l'exception va être mangée par le exception block, mais j'ai un when others. Pour n'importe quelle sorte d'erreur qui ne sont pas ces deux-là, fais rien. Alors ça, je vous dis tout de suite, je ne veux jamais voir ça dans vos programmes. Tu pourrais avoir un when others pour, par exemple, là, je vais, mettons, je log erreur et je la relève. Raise avec rien, relance l'erreur. Et là, vous allez voir. Pourtant, j'ai un when others. Mais dans mon when others, mettons, j'aurais logué, j'aurais appelé une procédure qui log le message d'erreur. Et quand tu fais raise, tu relances la dernière exception qui a été lancée. Donc, c'est une façon très nette de définir des erreurs qu'on sait qui peuvent arriver, parce que si nos programmes sont appelés par d'autres, ben, il va y avoir des beaux messages d'erreur et je vais traiter. Ça, c'est bon pour la validation. Les paramètres en entrée que je veux valider, je devrais me définir
des tests et après ça, avoir des exceptions contrôlées. Donc, si ce n'est pas une erreur que nous, on a fait, c'est une erreur Oracle, SQL code, je ne peux pas l'appeler dans du SQL, mais je peux l'appeler en PL. Il va me dire c'est quoi l'erreur. Oh, il y a quelqu'un qui a une petite question. Au moment où tu poses la question, EX, avant, c'était pour exception dans la définition. Et si je reprends mon code, on fait un raise. J'ai mon code d'erreur ici que j'ai attrapé. Et que j'ai imprimé, c'est le fameux 5 qui est en bas. Étant donné que je re-raise, il me donne l'erreur. Si j'enlève ça, on compile, je m'en viens là. Et là, j'ai plus de message d'erreur. Pourquoi? Pourquoi est-ce que mon programme ne s'est pas terminé de façon normale? J'ai un... Déjà traité. Parce qu'effectivement, l'exception est traitée dans le bloc d'exception. Le when others ici va manger toutes les erreurs qui vont se passer. C'est pour ça qu'un when others, il faut vraiment que tu saches ce que tu fais quand tu ajoutes ça. Alors donc, on peut imprimer le code d'erreur. Aussi le SQL ERRM. On ne peut pas l'amener dans SQL, mais on peut s'en servir ici. Et tu peux même aussi faire afficher le call stack. Donc, SQL ERRM. Et là, on a quelque chose de plus intéressant. Aura 1403, nos data found. Donc, ça, c'est habituellement ce que tu vas loguer. Boom! Mais encore là, comprenez que la procédure s'est exécutée comme il faut. C'est appelé, elle. Il n'y a pas de problème. L'exception a été mangée par le when others. Donc, c'est là la différence de travailler en PLSQL, en arrière-plan, versus travailler en Java. Ici, il y a eu un exemple où est-ce qu'on faisait une vérification pour savoir si j'avais un voyage sur le numéro qui avait été demandé. Puis là, on fait un test. If L compteur est égal à 0, then voyage invalide. Puis là, on peut supposer qu'il y a un else, c'est d'aller chercher le voyage. Mais ça fait beaucoup, beaucoup de vérifications. En PLSQL, on va simplement faire un select du voyage
dans une rangée et dans le when no data found, tout simplement, donc on fait un bloc d'exception et traiter l'exception dans le bloc d'erreur au lieu d'essayer de l'attraper avant. C'est ce qu'on appelle de la validation réactive. Et voyez ici, c'est ça. Donc, on n'essaiera pas de prévenir le no data found. On va le laisser arriver, mais on va le traiter dans le bloc d'exception. Et ça, naturellement, c'est très différent au niveau de la pensée de ce que vous faites en Java. En Java, tu essaies d'attraper tous tes cas d'erreur, puis tu ne traiteras pas un null pointer exception d'un tableau là, rendu au bout, ça va péter. Là. Alors, mais étant donné qu'on peut s'imaginer qu'en PL, on est toujours dans un bloc try-catch. Tu as simplement à laisser l'erreur arriver et à la traiter dans le bloc d'exception. C'est ce qu'on appelle de la validation réactive. Alors maintenant, vous avez tous les blocs qu'on a vus dans un bloc PL. Le declare, le begin, le exception when et le end. Donc, il n'y aura plus rien au niveau de la structure d'un programme PL. On va apprendre d'autres petits trucs, mais je vous dis qu'avec ce que vous savez en ce moment, les books, les if, les exceptions, on a 80% de ce qu'on a besoin pour faire du code en arrière-plan. Alors, sur ce, on termine la session d'aujourd'hui. J'en profite pour vous souhaiter une belle fin de journée. Et est-ce qu'il y a des questions avant que je termine la session de Zoom? Bye bye tout le monde. Bonne fin de journée. Au revoir, monsieur.